Thank you very much, ladies and gentlemen. In terms of practical modalities, this conversation is scheduled to run for 45 to 1 hour, 45 minutes to 1 hour. We are going to have a first round of intervention from our panelists who will share their reflections on key questions that are going to be tabled before them. And again, we will, of course, share the mic with each and every one of you to table your questions, your contributions, and your reflections to enrich this conversation. It is true that we are talking about post-conflict reconstruction and peace building, but like we always say, the problems are known. The challenges in Central Africa are known. And we would like to build this conversation on what needs to be done to enhance peace building in Central Africa post-conflict. What needs to be done? I would like to engage this conversation with the only man who's decided to accompany me on this panel, Mr. Eugene Galim. First and foremost, Mr. Galim, what would you identify or what would you consider to be the pressing conflict situation or the pressing security challenges in the Central African region at the moment? Over to you, sir. Yeah. Thank you, and I wish to thank the Carrefour Policy Institute for inviting me to share my reflections in this ongoing event. And of course, you bear with me that Central Africa over the years have faced conflicts. Almost every country in Central Africa have been part of a conflict. If you take the DRC, right from independence to today, have been in conflicts. If you take the Republic of Chad also have been in conflicts. If you take Central African Republic, it has been in conflict. If you take Rwanda, we all know about the genocides in 1994. If you take Burundi, they equally face the same situation in the light of a genocide. If you take the Congo-Brazza, and I think one of those countries we thought that was safe from conflicts was Cameroon. And just to say, many years ago, my organization started a campaign, which was a campaign on the fight against war toys, firecrackers, and violent films. This was in the late 90s and early 2000s. And the intention here was seeing how we could make our kids to become, non-violent as they grew up. And then we later morph into the fight against small arms and light weapons. And we have been in that all through. I'm not just bragging, but I think my organization is one of those key experts in the domain of issues of small arms and light weapons, and working with government as an implementing partner for almost every project implemented in this country. We help to draft and we facilitate implementation. What are the security challenges in Central Africa? We all know that one of the first security challenges is the illicit proliferation of small arms and light weapons because of the rampant conflicts. The rampant conflicts faced by the various countries in the sub-region therefore leads to the illicit proliferation of these weapons into illegal hands. And I think we are now seeing that in Cameroon for almost 10 years or more. When we consider the Boko Haram insurgents and we consider the Anglophone crisis, weapons are almost everywhere, even in our major cities. And like I said, when we started talking about war toys, small arms, we even had issues with the administration in this country. Because the question was, why are you talking about wars? Why are you talking about weapons when we are in peace? But forgetting that
you have to keep that peace. And wars or conflicts are long term. They don't start immediately. The causes are there. You have the root causes. And of course, like I said, in Central Africa, one of the key causes of most of the conflicts are the root causes that are embedded. They are either traditional, they are either community, religious, and so on and so forth. And so therefore, this is a key security challenge. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Mr. Ngalim. We don't want to allow you to list all of them because we know you've been touring the field and you can list a whole bibliography of that. But let's get the perspectives of other panelists. Madame Lobe, you heard him clearly when he spoke about illicit arms that are very much common across many communities. That's the observation from Mr. Ngalim. From your standpoint, Search for Common Ground, or be it as an independent observer, what have you observed to be the causes of the long-term conflict that is happening in Central Africa at the moment? Merci, merci déjà pour l'invitation. Alors, ça c'est une très belle question parce que Search for Common Ground travaille dans plus de 35 pays en Afrique et nous avons, suivant notre approche Common Ground, un ensemble d'outils qui nous permettent évidemment d'analyser la sensibilité au conflit et d'évaluer aussi les causes des conflits. Donc, pour répondre à cette question, et sans vouloir être très longue, je dirais que en termes d'observation, les causes déjà des conflits peuvent être des causes socio-économiques, des causes politiques liées à la gouvernance, des causes liées à la pauvreté. Et suivant notre analyse, ce qui généralement amène un conflit aussi à grandir, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas la communication. Au niveau de la communication joue un très grand rôle entre les communautés et les institutions. Et nous avons à cet effet, au sein de Search, nous avons, je vais rester sur l'aspect d'abord théorique, nous avons des outils qui nous permettent évidemment de capter des informations sur le terrain et de proposer au gouvernement et aux communautés des mesures de réponse en fonction des différents types de conflits que nous rencontrons. Donc au niveau de l'Afrique centrale, comme je disais tantôt, avec les outils, le Peace Impact Framework, ou avec nos outils qui nous permettent aussi d'évaluer les signes vitaux de paix, nous pouvons avoir des informations, capter des informations au sein des populations et à travers ces informations, faire une analyse et proposer des réponses. Et lorsque nous avons souvent fait ces travaux dans les pays où nous sommes, notamment RCA, en République centrafricaine, même ici au Cameroun, au Burundi, au Rwanda, où nous avons des bureaux. Donc lorsque nous avons mené ces analyses-là, il s'avère qu'effectivement, comme je disais, les causes des conflits sont d'abord des causes endogènes qui sont liées soit au passé, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre sur l'aspect de l'histoire d'un pays, il y a toujours une histoire avant qui fait que parfois l'histoire a tendance à se répéter ou alors certaines guerres ne finissent pas complètement. Il y a aussi pour l'Afrique centrale l'aspect structurel qui n'avantage pas tellement la pauvreté, notamment la situation des jeunes et des femmes, qui fait que ces personnes-là ont souvent tendance à lever des revendications qui ne sont pas toujours écoutées et qui après peuvent créer et générer des conflits. L'écoute, la gouvernance, beaucoup, la gouvernance, la volonté politique aussi de pouvoir transformer les conflits parce que nous, notre organisation fait plus dans la prévention et la transformation des conflits. Donc, nous regardons, nous observons cette volonté des communautés et la volonté de tous les acteurs pour transformer les différents conflits. Merci beaucoup, Madame Lobé. Alors, Maximilienne Gombe, vous l'avez bien suivi lorsqu'elle évoquait les aspects liés au contexte socio-économique. Elle a également évoqué le contexte de la gouvernance de l'Afrique centrale. Vous avez travaillé dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale. Alors, pour recueillir vos avis sur la question, d'après vous, il y a des causes endogènes et exogènes. Selon vous, quel est votre regard sur la nature des conflits en Afrique centrale? Qu'est-ce qui prône encore les conflits actuellement en Afrique centrale, d'après vous?
Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour une deuxième fois. Effectivement, le REDAC travaille sur 8 pays de l'Afrique centrale. Et on a 4 piliers. Et dans les 4 piliers, il y a, n'est-ce pas, la résolution des conflits. Et la RCA a été notre première expérience. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord qu'on médite sur ce que l'Union africaine, le programme de l'Union africaine en 2014, qui était faire taire les armes en Afrique d'ici 2020. C'était quelque chose de grandiose, parce que nous tous, on pensait qu'avec ce programme de l'Union africaine, en 2020, on n'aurait plus les armes, n'est-ce pas, en Afrique. Malheureusement, en 2020 et aujourd'hui en 2025, on a l'impression que les armes tournent plus que jamais. Donc je voulais un peu situer, n'est-ce pas, ce que l'Union africaine d'abord fait pour faire taire les armes, parce que notre responsabilité aussi ici, c'est de faire à ce que ceux qui nous suivent peut-être aillent, n'est-ce pas, faire les recherches et puis continuer peut-être le travail de l'Union africaine là où c'est resté. Et puis, on ne parlera jamais de tout ce que les Nations unies font par rapport à cela. Alors, par rapport à notre expérience sur le terrain, je fais bien les observations de Madame, mais je voudrais juste ajouter que la répartition des richesses, est une cause fondamentale. Et Dieu seul sait combien l'Afrique centrale a de richesses. Donc, si on ne parle pas de cela de manière claire, en disant à ceux qui nous gouvernent de faire attention à la répartition de la richesse, c'est un problème fondamental. La deuxième, c'est que nous sommes encore des pays qui restent un peu dans la colonisation. On peut toujours dire nous sommes souverains, mais à partir du moment où nous avons la monnaie qui n'est pas la nôtre, on calque beaucoup de la façon dont on fonctionne à l'Occident pour amener ça ici, et on en parlait la dernière fois avec monsieur le professeur Pondy. Donc il y a cette situation-là et il faut absolument que nous ayons notre souveraineté, qui est une souveraineté, pas de façade, mais une souveraineté normale. Il y a aussi n'est-ce pas, la volonté politique de nos propres pays, de ne pas vouloir, n'est-ce pas, régler les problèmes au niveau local. Parce que les conflits, très souvent, commencent au niveau local, la terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disputent pour la terre et ça devient, n'est-ce pas, des conflits communautaires. Comment est-ce qu'on règle les problèmes au niveau communautaire pour que ça ne devienne pas, n'est-ce pas, les conflits au niveau national? Donc il y a ce volet. Il y a aussi des questions, n'est-ce pas, de gouvernance, il l'a dit, mais des questions de politique pour les femmes, pour les jeunes. Toutes ces politiques qui ne sont pas des politiques, n'est-ce pas, habilitées ou alors à résoudre des problèmes fondamentaux de toute cette catégorie-là, font que des crises, des conflits commencent comme ça. Et puis, il faut le dire, il y a les questions politiques. C'est-à-dire que les pouvoirs, ceux qui sont au pouvoir, les alternances politiques, on a vu, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas laisser le pouvoir et après, ils créent, n'est-ce pas, des rébellions. Quand on va, par exemple, en RC, en Centrafrique, où on va peut-être y arriver, nous avons peut-être contribué, n'est-ce pas, à la signature, n'est-ce pas, de cesser le feu à Khartoum. Vous voyez très bien, par exemple, un ancien président qui quitte le pouvoir, mais qui devient un rebelle. Parce que nous ne savons pas, n'est-ce pas, négocier notre transmission de pouvoir comme nous savons le faire en Afrique. En Afrique, la négociation fait partie, et le consensus, c'est des choses qui font partie de notre ADN. Donc, comment nous négocions, n'est-ce pas, notre transmission de pouvoir? Ça peut être un pouvoir au niveau local, au niveau national ou bien au niveau régional. Donc ça, je pense que ce sont des causes
fondamentales Merci. que nous devons prendre en compte pour ajouter bien entendu à la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est la conséquence, n'est-ce pas, des causes macro. Merci Maximilien. Ce qui a été bien noté, les problèmes de gouvernance, de gestion de ressources naturelles, l'influence de la colonisation sont des aspects que vous avez évoqués comme des causes profondes des conflits en Afrique. La transmission transmission sont également de notre pouvoir. Merci beaucoup Maximilien. Karine Dassa, I would like to loop you into the conversation at this point. You heard it quite clear. I hope they haven't taken your ideas away because many persons have had to speak before you, but I'm sure you have lots of resources to share. Eugene spoke about the proliferation of arms across the Central African region, and Madame Lobe equally was quite intentional when she spoke about the issues related to socio-economic status of the African countries and governance challenges as some of the profound causes of conflict in Africa. And you heard Maximilian intervene on issues related to the disparities in the management of local resources, the lack of political will to address conflicts that begin at community level. Now, you are a grassroots activist. That's why I prefer to loop you in now. So what do you perceive across communities as the root causes of conflicts currently in the Central African region? What is your observation? Thank you very much. Hello, everyone. It's very difficult to be the last speaker on such a remarkable panel. And basically, the ideas I had have really been resonated within the room. But I wanted to stress on this aspect of colonial legacies. We know in Africa, I think when we look around the issues of the partition of Africa, I think it all looked around people sitting in the room and drawing lines. I'll take from here and you take from here, not looking into our cultural heritage, our communities, our families, but we're all divided within those lines. And after colonialism, what happens? Africa was not prepared for democracy because we still have colonial masters who are still safeguarding their territories and using the word democracy. I think one of the main issues that we have in Africa is the interference of colonialism, the interference of ex-colonial masters. And sometimes they don't come as, I use the word colonial masters, they'll come as investors. They'll come as partners and allies, but they have particular motives and they have their drivers which they want to achieve. Looking at Central African region. So colonialism is in reality still existing. It's very clear. And it's still existing in Africa. Yes, it is. And the aspect of us speaking and saying and acting differently. We say we are a democratic country, whereas in the Shield, we are a monarchy. That is the reality. We use money and fuel tanks and in different projects and ideas and say we are a democratic country. We have institutions that are democratic, whereas they are not democratic because of the actions of those institutions. If we want to go to the grassroots, I think Madam Maximilian spoke about the issues of on equal distribution of resources, which is very important. And also there's an aspect of classism. We've all grown up in a constitutional country where everyone is being linked within particular tribal lines for you to succeed, or you need to have a godfather or a godmother or belong to a particular communities. When children from specific marginalized communities understand the realities of like unequal power distribution and resources, they want to stand up for themselves, and sometimes we start targeting them and say, no, you are not supposed to speak. But the aspect, the generational aspect of corruption, of exclusion, of marginalization would definitely pop up. And I just also want to conclude with this one word, corruption. The reason why Africa is the way it is, Central Africa particularly, look at ECOWAS. ECAS has an issue. We have 11 countries, we have conflict, we have the Central African Republic, which is going on with its own, the DRC. Recently we had the Peace Pact, and we're looking forward to an end of cessation of hostilities in DRC. The aspect, corruption in its entirety is also a fueling factor when it comes to conflict. And definitely going back to the historic words of all are equal, but some are more equal than others. If you analyze that statement critically, you understand
the real causes, the problem, the reason why our region is the way where it is at this particular point in time. Thank you. Thank you very much, Madam Karin Dessa. I see somebody eager to clap for you. I don't know if your ideas were resounding with his thoughts, but I think when the time comes, you have the opportunity to share your reflections on this, sir. Just keep your cool. Thank you. But I'd like to stay with you again, Karin, to get your perspectives on post-conflict reconstruction. I think now we have a general consensus on what the problems are. On connaît désormais quels sont les problèmes, même s'il y a d'autres problèmes que notre audience pourra relever par la suite, mais I would like to engage this next round of questions with a fundamental issue. Selon vous, why is post-conflict reconstruction particularly difficult in Central Africa? Pourquoi est-ce que ceci est difficile en Afrique centrale? Karin, I would like to start with you. Thank you very much. So you are the first to start, so people don't say what you have to say. Okay, no worries. ECAS is going through its own turbulence. ECOWAS has gone far. Why do I say so? ECOWAS has a department which is focused on transitional justice. They have the experts, they have the department, but looking within our own sub-region ECAS, we don't have traditional justice experts. We just look at, let's have, we are eager to look at the different facets of solving conflict, mediation, negotiation, and not focusing more on looking at the aspect of reparation, reconciliation, which are all aspects which falls within transitional justice. I think. Are you talking about traditional or transitional justice? Transitional. Perfect. Thanks. So our region, we lack the expertise. We don't have the department on transitional justice, and I think that is one of the main reasons. Secondly, I want to go back to my grassroots hat, which you gave me at the beginning. If we want to solve conflict, I've been very engaged within the conflict in the Northwest and Southwest. And something is peculiar within the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest and different conflicts. The exclusion of women and youths. We are good at, let's have women's voices to stay at the local level. But when it comes to having women who have been victims of these conflicts, or let me call them survivors of this conflict, or young men and boys who are at the grassroots, a lot of elitism comes to play. We don't have the right people being in the right room at the right time. We have people representing the voices of the people who are in pain and misery. And I don't think that someone who has not lived my reality will be able to highlight my issues concurrently the way I would have loved to if I'm being on the table. So there is a need for meaningful representation. Representation of women and youths. And I think the whole process has been focused more on elitism. Who speaks grammar more, who speaks French better. So our allies speak grammar more and French better. And neglecting those who should be at the table, those who are bearing the brunt and paying the price for the different conflicts in a different region. Thank you very much, Madam Karin. Mr. Ngalima, I would like to loop you in because you've had to implement projects across many communities in Cameroon. I would like to get your perspectives on the same question. Karin has raised issues regarding transitional justice mechanisms which are, in her words, absent in the Central African region. And she also raised the aspect of lack of meaningful inclusion of women and youth voices in critical decision-making spaces. With your experience, do you support the arguments she's tabled, the absence of transitional justice mechanisms, the absence of youth voices? Otherwise, why do you think post-conflict reconstruction is particularly difficult in the Central African region? Thank you. I think we'll say insufficient transitional justice mechanisms. I've seen quite a number of trainings happening, even by NGOs here in Cameroon. And in the sub-region, when you take countries that have been in conflicts like the DRC, Rwanda, for example, is a best practice, and so on and so forth. But then, the difficulties we find here is first, very weak institutions. Take ECAS, for example. ECAS is just the weakest amongst the various regional, sub-regional institutions we have in Africa. And as such, it's a whole issue. Now you have the early warning system, which is very key in detecting and mitigating conflicts before they get to a level that, and of course, ECAS has one, but I'll say it's virtually not working.
is virtually not working. And so there is need for reforms within ECAS itself. I could, even from member states communicating with ECAS, it's a difficult task. Let me just give you an example. There have been opportunities to get ECAS involved in major projects at the level of the AU, but it's even difficult getting ECAS involved, communicating with ECAS. Let me come down here. We have been trying to engage with ECAS for the past 1 year. Not us as CAMU's fault, but through the state because we work with the state. And even responding to a note verbal, this has gone for 1 year. Government will write back. The UN Office for Disarmament Affairs in New York will write. You don't even get a response. So that is very, very key. The second thing is the civil society needs to be, to be part of every processes when it comes to resolving conflicts, when it comes to, preventing conflicts, and so on. There is one, of course, within Central Africa, but it's still not working because of ECAS. I think all of this within our sub-region. I will say this think tank should be taking a resolution or a recommendation of engaging ECAS in the reform of ECAS. You need to tap from other regional organizations such as ECAS, SADC, East African Community, that are doing extremely well. And I think with that, we'll be able to forge ahead. Thank you. Thank you very much, Mr. Ngalim. You articulated your reflections, a lot of institutional reform and the need for this to be strengthened across our respective regional communities. You leverage on experiences from other regions to ensure that in Central Africa, we can have some very, very well top-notch institutional reforms that we can leverage on. Madame Lobé, j'aimerais vous apporter dans la conversation sur la même thématique. Sèche for Common Ground travaille beaucoup sur la question de la consolidation de la paix. Alors, dans le cas particulier de l'Afrique centrale, quelles sont les observations au regard des activités de la société civile? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'aspect de la consolidation de la paix, d'après vos observations à Sèche for Common Ground? Merci. Déjà, je voulais rebondir avant d'aller sur ce que Search fait ou les observations sur l'apport de la société civile pour revenir sur la performance des institutions. Parce que lorsque j'ai vu cette thématique, je me suis dit, voilà, il y a vraiment un gros travail au niveau de la volonté des États membres des communautés économiques régionales africaines. Certes, la CEEAC joue un grand rôle dans la préservation de la paix au niveau de la sous-région Afrique centrale. Nous avons aussi la CEMAC, qui certes n'a pas un grand mandat en matière de prévention des conflits, mais qui est une institution régionale. Donc il y a déjà ces doublons en termes d'institutions régionales et même de leur mandat, parce que c'est une partie des États de la CEMAC qui se retrouvent dans la CEEAC. Et lorsqu'il y a un conflit dans l'un ou l'autre des États, quelle est l'institution régionale qui est habilitée à accompagner l'État en question? Donc ça aussi, c'est une question lorsqu'on parle de consolidation de la paix, de reconstruction, et il faut voir qui a le mandat de faire quoi. Et maintenant, la performance des institutions vont aussi au niveau des organes même dérivés de ces institutions, tels que la COPAS, qui est le cadre de prévention et de gestion des conflits de la CEEAC. Est-ce que cet organe fonctionne comme cela se doit? Est-ce que cet organe travaille avec la société civile? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Je ne suis pas de la société civile. Pour mieux répondre à cette question, peut-être certains ici vont partager une expérience de travail avec la COPAS, mais est-ce que cet organe travaille avec les communautés? Pour chuter à la question que vous avez posée, la société civile, oui, Search travaille beaucoup avec la société civile. Ici au Cameroun, nous avons déjà engagé, je peux dire, une centaine d'acteurs de la société civile dans nos différents programmes. Et même de par le monde, la société civile est vraiment un des acteurs clés de la mise en œuvre de nos programmes. Parce que dans certaines zones où les conflits sont encore parfois, je peux dire, ongoing, c'est-à-dire en cours, où il y a encore des conflits latents, où il y a des conflits qui existent encore, il est difficile d'accès. Donc la société civile nous sert généralement de relais, nous les formons
et nous leur donnons notre méthodologie que autour de l'approche Common Ground qui est bâtie autour de cette approche-là. Et nous les formons, nous leur donnons des outils, nous leur donnons de l'appui financier pour qu'à leur tour, elles puissent aller mettre en œuvre des activités de préservation, de prévention des conflits, de construction de la paix et j'ajouterais de préservation de la paix. Parce que peut-être dans ce thème, on a allé sur le post-conflict peace building, mais on n'a pas mis peacekeeping. Parce qu'une fois qu'on a construit la paix, une fois qu'on est dans ce processus qui prend du temps, parce que ce n'est pas aussi un processus magique, on ne va pas se dire ici, lorsque nous sommes dans ces échanges, que pourquoi ça ne marche pas. Pour construire la paix, pour arriver à passer à une situation de paix, lorsqu'on était dans une situation de conflit violent, alors c'est vraiment un processus qui peut prendre des siècles même. Et parfois même, on a des conflits qui reviennent alors qu'on croyait que c'était déjà résolu. Donc, à quel moment on met la préservation de la paix, c'est très important aussi. Donc, et là, nous travaillons avec la société civile pour qu'il y ait des actions de prévention, de préservation de la paix. Merci beaucoup, Madame Lobé. Alors, Maximilien Gombe, j'aimerais recueillir vos avis sur l'aspect institutionnel. Vous l'avez si bien entendu, on entend évoquer la faiblesse institutionnelle comme l'un des principales causes. Selon vous, puisque vous avez eu ces cas, ces confrontations avec des institutions, tant sur le plan local et international, qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire la confiance envers les institutions, tant sur le plan local et international? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci, mais avant d'y arriver, je voulais quand même dire un petit mot de la façon dont pourquoi ça ne marche pas, la reconstruction de la paix. Vous voyez, il y a des gens qui souffrent et chaque fois, ce sont des politiques qui veulent imposer comment on doit résoudre un conflit. Donc, tant qu'on reste dans ce modèle-là, où c'est les politiques qui gèrent la gestion des conflits, c'est un risque. Il faut que ce soit une approche globale avec, n'est-ce pas, la société civile qui est sur le terrain et qui, n'est-ce pas, connaît un peu ce qui se passe sur le terrain. Et donc, c'est avec, n'est-ce pas, cette société civile que l'inclusion va permettre à ce que nous arrivions à ce qu'il y ait au moins une reconstruction de la paix. Nous le disons parce que nous l'avons un peu expérimenté en République centrafricaine. Alors maintenant, pour votre question, c'est une question où chaque acteur doit jouer sa partition. C'est-à-dire l'ingérence, la faiblesse des institutions vient du fait qu'il y a la corruption dans les institutions déjà. C'est-à-dire les institutions, certaines institutions veulent tenir la société civile par la corruption, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, de la sous-région où nous travaillons, et ça contribue à affaiblir, n'est-ce pas, la société civile. La deuxième chose, c'est la chicote tout le temps, c'est-à-dire il faut absolument que les associations, les sociétés civiles marchent selon la volonté, n'est-ce pas, des acteurs étatiques. Ce qui n'est pas forcément le rôle de la société civile, bien qu'ils peuvent ensemble mettre en place, n'est-ce pas, des codes de bonne conduite pour savoir qui va faire quoi à quel moment. Donc je pense que cette faiblesse vient aussi du fait que cette question de ne pas laisser la société civile faire ce qu'elle a à faire, effectivement, met même en difficulté, n'est-ce pas, cette collaboration. Et je termine, la société civile aussi doit se professionnaliser. C'est-à-dire qu'il manque quand même beaucoup de la professionnalisation de la société, des organisations de la société civile. Très souvent, quand on dit défenseur des droits humains, toute la société civile qui faisait le climat change et autres vient pour faire défenseur des droits humains, sans avoir, n'est-ce pas, des compétences. Lorsqu'on dit résolution des conflits, sans une professionnalisation, tout le monde va aller faire la résolution des conflits. Donc, il faut que nous-mêmes, nous puissions mettre en place, n'est-ce pas, des mécanismes de professionnalisation qui permettent à ce qu'il y ait la confiance. Parce que lorsque le rapport de force entre les gouvernants et les gouvernés, la société civile et l'État,
c'est votre professionnalisation, c'est votre constante, c'est votre transparence, c'est ça qui fait la crédibilité internationale, régionale, qui fait que, quels que soient les soubresauts, il y a au moins le respect, et la confiance vient lorsqu'il y a la volonté politique aussi de l'État à mettre en place, n'est-ce pas, au moins ce dont on a convenu, le contrat social. Et s'il vous plaît, je finis par ce contrat social. Le contrat social, c'est les lois que nous nous sommes fixées nous-mêmes, c'est les instruments régionaux sur les questions de droits de l'homme et autres, c'est les lois internationaux qui rentrent dans nos constitutions et qui doivent, n'est-ce pas, nous conduire, nous tous, dans notre vivre ensemble. Et je pense que lorsque chacun de nous ne va pas restreindre, n'est-ce pas, cet espace-là, je pense que ça va être la confiance. Et il faut tout le temps aussi développer le dialogue. C'est-à-dire que, comme je disais, par la répression, donner l'amour. Par la haine, redonner l'amour. Et avoir la paix intérieure. Je pense que tout ça ensemble, ça peut donner la confiance, mais que chacun reste dans son rôle pour avoir une paix durable et un développement durable. Merci. Si la société civile camerounaise ou de l'Afrique centrale n'est pas forte, les populations ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas, une paix durable, un développement durable, parce que c'est le pont entre le gouvernement et elle-même. Merci, mais vous allez continuer. Je ne vais pas vous laisser partir pour le moment parce que j'aimerais recueillir vos avis sur la problématique d'inclusion des femmes et des jeunes. Nous avons longtemps parlé du manque d'inclusion des femmes et des jeunes dans les processus de consolidation de paix et dans la reconstruction. Alors moi, j'aimerais recueillir vos avis sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour s'assurer que des femmes et des jeunes ne sont pas seulement présents sur les tables, mais que les recommandations sont prises en compte? Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Notre petite expérience, c'est on a d'abord commencé à former les jeunes et les femmes. Il faut d'abord les former. Parce que ce qu'on a... Mais les jeunes se disent, parce que je me souviens bien au forum de l'année passée, il y a un jeune qui a dit, lorsque vous avez évoqué l'aspect de la formation, ils disent qu'on nous forme assez, mais on ne nous intègre pas. Les jeunes, à un moment, se sentent aussi fatigués de autant de formation. Oui. Parce que tout le monde à qui on pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former les jeunes, il faut capaciter les jeunes. Mais après la formation, qu'est-ce que suit? Si vous pouvez, je vais aller jusqu'au bout. Il faut d'abord les former sur la façon dont on doit les intégrer. D'accord. Donc, il ne faut pas les former pour former. On va renforcer des capacités de justement. Il faut les former de la façon dont ils doivent être intégrés. Parce qu'on ne viendra pas les faire intégrer. Il faut qu'eux-mêmes, et que même les femmes, comprennent que je dois me former pour m'intégrer. Parce qu'on ne viendra pas me chercher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons notre modèle africain qui fait que nous résolvons nos problèmes avec des outils traditionnels. Et tout le monde sait que nos papas, à l'époque qui étaient des chefs, lorsqu'il y avait, n'est-ce pas, l'arbre à palabre, ils vous disaient, ok, j'ai compris, je vous reviens demain pour vous donner une réponse. Qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'ils partaient chez ces femmes pour dire, ben, je suis là, je suis coincé. C'est les femmes qui donnaient la réponse et revenaient le matin pour dire, bon, comme vous voulez, asseyez-vous. Bon, les femmes, donnez-nous un peu à manger là. Bon, j'ai décidé, la nuit porte conseil, que nous allons faire ceci. Alors que c'est les femmes, tout le monde le sait, c'est les femmes qui lui ont dit que va dire comme ça. Donc, en réalité, la femme a une grande force. Donc, il faut que les femmes aussi soient ensemble. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas tout ensemble. Il faut qu'on se le dise. C'est souvent que c'est la femme qui est même l'ennemi de la femme. Dans un monde, n'est-ce pas, où l'homme prend toute ta connaissance pour aller dire que c'est lui qui a décidé, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une synergie d'action entre les femmes et que chacun dans son domaine précis, n'est-ce pas, soit experte. Les jeunes, pareillement, il faut qu'il y ait des réseaux au niveau local, au niveau national, au niveau international, avec des expertises de chacun. Je pense que ce n'est que comme ça
que qu'on se dit, par exemple, qu'il y a, et je vous le dis, nous avons poussé beaucoup au niveau de la RCA. Aujourd'hui, la Commission Vérité, Justice et Conciliation à la RCA, les femmes sont nombreuses plus que les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la nécessité d'être ensemble. Et lorsqu'on disait aujourd'hui, il y a une réunion, elles venaient, elles se concertaient avant et elles avaient une seule voix. Elles disaient, par exemple, Madame Esther Omam, c'est vous qui allez parler de ceci. Madame Sylvie, vous parlez de ceci. X, vous parlez de ceci. Et lorsque chacune d'elles parle d'une thématique, donc tout de suite, on est obligé de prendre ça en considération. Donc c'est un cri d'alarme que nous devons nous mettre ensemble dans cette difficulté où nous avons du mal à faire intégrer nos idées. Et les jeunes doivent aussi être là-dedans. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des mentors. On ne peut pas être dans une société sans modèle. Les jeunes doivent savoir qu'ils doivent avoir des modèles. Et ces modèles-là, c'est des personnalités qui ont, par leur cursus, par leur expérience, n'est-ce pas, apporter un plus. Ça peut être des personnalités politiques, de la société civile, les entrepreneurs, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas avoir une société sans modèle. La troisième chose, c'est l'histoire. Nous ne pouvons pas aller aujourd'hui commencer à faire quoi que ce soit sans qu'on ne fasse de l'histoire. Quand vous partez dans des pays où on a résolu des crises de façon profonde, c'est parce que des gens ont des musées, ils ont des statues. Vous allez par exemple à Maputo, vous allez voir que toute une place sur Samora Machel, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est comme ça que les gens ont une conscience développée au moment où on va commencer à parler de la résolution de mes problèmes, de mes conflits. Je vais leur dire, mon modèle c'est Samora Machel et je voudrais que ces conflits soient réglés tel que Samora Machel l'a résolu. Donc je pense que c'est tout un ensemble et c'est à nous de faire. Les femmes doivent jouer leur partition et c'est le moment. Gombe. Merci Madame Gombe pour vos recommandations. Karine Dassa, I think you heard it quite clear. There is a need to build your capacity, especially in terms of integrating themselves into critical decision-making spaces. She equally had to evoke the aspect related to synergy. How do we build more synergy amongst women? She spoke about traditional modes of conflict resolution. We need to give priority to some of these initiatives in terms of our local processes. But again, I would like to get your opinion on the subject matter because you initiated this from the very beginning. The lack of youths and women into meaningful spaces. Per you, what do you think needs to be done to ensure that women's perspectives and youths are factored into policies, not just bringing them to the tables, but ensuring that the young people really have a say and what they say is translated into meaningful policies that are further implemented across communities? What needs to be done differently to factor women and youth voices into policy making? Thank you very much. First, I would like to invoke the United Nations Security Council Resolution 2250 on youth, peace and security, and the United Nations Security Council Resolution 32 on women, peace and security. They have their different pillars: protection, prevention, participation, relief and recovery, and with youth disengagement. And most of the time we've been in similar spaces, both international spaces, and this discourse of having young people trained. And we keep saying, let's involve young people, let's get them involved. And yes, they have the trainings, but the resources, that is the power. Let's be honest to ourselves. Young people don't have the resources, they don't have the power. We are being trained but not given the power, and that power is resources. We are being trained and not given the opportunity to exercise what we've been trained, because sometimes we have an issue of, I'm speaking as a young person, and based on my own personal experiences, you have the opportunity to be in this wonderful, very powerful training, but when it comes to gatekeeping, you don't cross the line. And we will keep having these conversations time and again on youth inclusion, and we say we have trained them. Most of the time we have organizations that do train them and create platforms for them to excel. But most of the time, these same organizations train them and they don't create the opportunities for them to excel. And there's a difference between training them and also empowering them, and also giving them access to relevant resources, which is not only financial, but opportunity is also very important. Within that civil society space, or let me say the advocacy space, there is a lot of gatekeeping. Once I have this information, I've been in the game for 50 years, and so as a young person who is struggling to maneuver
you have to go with the government's rules and regulations. By the time you are trying to learn how to navigate the aspects of funding, the funding landscape, you are always called a novice. How do we learn? Well, each time we are being called a novice. Why there are certain meetings that we should have invitations for, and there are others that we should not be invited for, because that one concerns resources and money and funding that could as well empower the young organizations that are in the room. If we want to talk about meaningful participation, let's be honest to ourselves. Let's look at how do we ensure that money, funding goes into youth organizations. How do we ensure that we don't stand as blockages for young people who are aspiring to bring the change agents in their country? How do we ensure that women who don't speak English, who are facing the brunt of conflict, are not being segregated, are not being chastised, are not being pushed aside when it comes to being on the table, because we feel like we are more educated, we are more qualified, we have educational background, we should be the one on the table. Why this conflict or these issues have not affected us directly, we have not lived their experiences. By the time we start going into ensuring that we focus on local leadership, locally led processes that take into considerations and account the realities of those who are bearing the brunt of conflict being in our region, and not focusing on those whom we see or those who are at the table. How inclusive are the processes when we want to bring people to the table? Are they the people who are facing the brunt of this conflict, or their representatives? I don't want to go into chastising or looking at different, especially within the Cameroon context, like the Anglophone crisis. I will have a lot to say about that, but I want to say that there's a mother in Kwakwa whose house was burned down in 2018. There's a mother in Mundemba, in Bamenda, in Bafut, whose child was raped. Their children are in Angus and they have been killed. They have trauma. How do they explain and share their experiences and bring to light the issues and difficulties that they are being faced? No. But most of the time, we have people who go as representative and say, okay, I'm speaking on behalf, I'm a parliamentarian, I'm this, I'm good in the eyes of whoever. I want to speak on behalf of people from Bafut. So, Karen, let me interrupt. What needs to be done? What needs to be done? How do we get these mothers from Kwakwa, from Bamenda, how do we get them to the table so they can speak their realities? By ensuring that the process of peace building are locally led, locally owned, and locally programmed. We should stop invading our communities with our own ideologies based on our funders. Funders say you should do this, but it does not take into account the realities or the interests of our people. Let's look at peace processes that are all inclusive, that are led by communities, and communities are included in at all levels, not only when it is happening in Kwakwa, but from Kwakwa to the regional headquarters, to the national headquarters, and to the international spaces. We should have those women who are bearing the brunt of this crisis. We should have these young people who are facing the guns themselves, these survivors of sexual and gender-based violence. They should speak for themselves. And the time for them to speak for themselves is now. And not us speaking on their behalf, because we've had this story all over. I'm speaking on behalf of the women of Kwakwa, whereas you cannot expatiate or explain the experiences that women from Kwakwa are facing because of their lived realities. Thank you very much. Beautiful. Thank you very much. I feel like the people clapping are all from Kwakwa. And you've just been a wonderful advocate of those from Kwakwa. So I think your idea clearly resonates with the audience. So just to say, after this round of questions, we are going to be getting towards you, ladies and gentlemen, to get your perspectives, your questions, and also your recommendations. So let me come to you, Mr. Ngalim. You chair the Peace and Security Cluster at the African Union ECOSOC. What needs to be done? Earlier on, you spoke about the weakness of our institutions, the fragility of our institutions. How do we get the African Union, ECAS, to be more involved in coordinating peace building and reconstruction in Central Africa in particular? How do we get these organizations to be more coordinated in their initiatives? Well, thank you so much. Just to recall that ECOSOC is the civil society organ of the AU. ECOSOC is the Economic, Social, and Cultural Council. So those who sit in that organ, they come from the civil society. And of course, it's an organ that is aimed at providing advisory opinions to the AU. Now, how do the civil society get involved in issues of peace and security? This has been well crafted.
through a policy document at the level of the AU, known as the Livingstone Formula. The Livingstone Formula is that formula or is that mechanism put in place by the Peace and the Security Council, getting on how civil society could be involved in the promotion of peace, security, and the stability of Africa. And so therefore, this triggered down to the entire continent, engaging the wider civil society. But again, coming back to your question, I just wanted to take you back to the fact that sitting here as civil society and also sitting at the level of the AU, that this is the role the civil society has to do. They have to be part of every peace processes through the peace and the security, through the Livingstone Formula. But down the line, the AU worked directly with ECAS. ECAS is part of the various RECs that are part of the AU. And so there is no way AU will make decisions at the level of the AU without consulting with ECAS. Or decisions from Central Africa has to be effectively implemented through ECAS. And so that is it. And like we say, coming down to youth, women, is very key because they are cross-cutting. Women and youth are cross-cutting in every domain. And I think there has been an institutional framework facilitating this. Karen did mention the UN Resolution 1325 on women, peace, and security, the UN Resolution 2250 on youth, peace, and security. But when you come down to Africa, you have the African Youth Charter, which also has to do with involvement of youth in promotion of peace. And you come right down here, we're talking about the National Youth Policy. But again, how do these young people and women make meaningful impact in decision making? So here I'm looking at how do they get into decision making spaces? We are looking at elections. Next year we're talking about parliamentary council elections. If you want to take over power, start from there. And my recommendation is engage more young people. We've had politicians talking, but they are talking for themselves. They don't talk for the young people. Exactly. But young people could take over by making sure that they get involved in forthcoming parliamentary and municipal elections. And in that way, they will be able to make impact in terms of decision making and addressing issues or challenges that are faced by young people. Thank you very much, Mr. Ngalim. I think the recommendation is well noted. We need young people beyond the theoretical frameworks that are well known. We need young people to take meaningful steps, meaningful actions towards participative political processes. Madam Lobe, earlier on, Karin Dasa spoke about localizing peacekeeping initiatives. Let's forget about people who get to the front to speak on behalf of people, but we need to ensure that we are bringing closer to communities these initiatives so that there can be local ownership. With your experience at Search for Common Ground, how do we ensure that in Central Africa as a whole, not Cameroon to be specific, international donors and development partners make their interventions align more closely with local needs and realities? Ok, je reviendrai déjà sur quelque chose qui m'a touchée lorsque vous étiez en train de parler sur les jeunes. Les jeunes sont formés et se plaignent qu'ils ne trouvent pas des moyens d'intégration au bout des formations. Bon, déjà, je dirais, quel est le type de formation qu'on donne aux jeunes? Parce que tous les projets humanitaires ne sont pas des projets économiques. On est maintenant sur une approche de Nexus humanitaire, HDP, donc Humanitarian Development and Peace. J'aimerais quand même souligner ça parce que nous, à Search, nous travaillons sur le P, c'est-à-dire sur la paix. Mais d'autres organisations vont faire sur les questions de développement et ce sont ces organisations-là qui vont former des jeunes pour les intégrer ou leur donner des petits financements pour mettre en œuvre des petites activités génératrices de revenus. Ceux qui travaillent sur l'humanitaire vont former sur autre chose. Donc peut-être il faut aussi savoir ce qu'on dit aux populations lorsqu'on arrive sur le terrain. Nous sommes Search for Common Ground, alors nous formons sur la paix. Et ce qu'on donne, c'est des outils et c'est des formations sur la paix, ce n'est pas des formations pour trouver le travail. Donc voilà, déjà, il faut préciser le langage lorsqu'on arrive auprès des communautés, ne pas leur vendre ce qu'on ne peut pas leur donner. Concernant les femmes aussi, je vais revenir peut-être à la fin de mon propos, mais sur l'appropriation locale, parce que ça a un lien avec aussi les femmes. L'appropriation locale, je dirais, dépend d'abord de nous.
Nous, ce que nous faisons à Search, nous ne poussons pas les organisations à accepter de faire ce qu'elles ne veulent pas, mais nous les amenons à comprendre l'environnement dans lequel elles évoluent, si c'est un environnement sensible au conflit, si c'est un environnement à risque, comment est-ce qu'elles peuvent transformer leur environnement. Et avec, je pense qu'on a travaillé avec Ada, avec Karine, et qui a été une de nos bénéficiaires, avec plusieurs organisations de femmes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où nous leur avons donné des outils, par exemple sur la gestion des traumatismes, qui fait partie d'un processus de reconstruction post-conflit. Il y a la gestion des traumatismes, il y a beaucoup de traumatismes après un conflit. Donc, il y a aussi redonner la confiance aux populations envers les institutions, ce qu'on appelle parfois la légitimité et l'agence aussi, la collaboration, lutter contre les divisions. Donc, nous donnons des outils. Nous sommes sur l'aspect théorique et maintenant, dans un prolongement de la pratique, nous donnons des appuis aux organisations locales pour pouvoir elles-mêmes porter les voix. Et je vais chuter avec cette question parce que c'est un inter-échange, je pense bien. J'aimerais demander pour partager une expérience, si les femmes peuvent lever leurs mains dans la salle. Est-ce que les femmes peuvent juste lever la main? Toutes celles qui savent qu'elles se sentent femmes, elles sont des femmes. Les femmes, levez bien la main. Les femmes, est-ce que levez très bien la main, très haut? D'accord. Alors, moi, je dirais ici que, avec le regard que j'ai aujourd'hui, à Search, je travaille sur un programme en Afghanistan. Juste pour vous dire, on a un Asie là. Les femmes ne participent pas à nos formations. Vous ne pouvez pas avoir un atelier mixte comme on l'a actuellement. Je couvre ce programme depuis plus d'1 an et je suis parfois choquée de voir que dans une session de renforcement des capacités ou un think tank de ce genre, il n'y a que des hommes, aucune femme. Des femmes n'ont pas droit d'aller à plus d'un certain niveau académique. Donc, je pense qu'en Afrique, aujourd'hui, les femmes ont le pouvoir. C'est ce que moi, je voulais dire ici comme message. On ne donne pas des solutions magiques. Si vous êtes assise là, c'est parce que vous pouvez porter la voix, c'est parce que vous pouvez changer des choses au niveau de vos communautés. Vous pouvez exiger des quotas de représentativité, même à l'échelle traditionnelle. Vous pouvez déjà le faire. Donc, c'est à vous les femmes qui êtes ici de porter ces voix-là et d'aller sur le terrain et de le faire. Parce que vous êtes chanceuses en Afrique. Moi, c'est ce que je veux porter ici comme message et d'utiliser ce pouvoir-là pour changer les choses. Merci. Merci, Madame Lobé. Alors, il y a une femme qui voulait, les femmes veulent réagir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les propos de Madame Lobé ou vous êtes contre. Mais comme j'étais sur le point de vous passer la parole, nous allons prendre des questions et des interventions en série de 3. Nous allons commencer avec Madame Nomo qui était la première et la dame par la suite et le monsieur. Pour la première série de 3 questions, soyez bref, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Micro. Merci beaucoup. Je voudrais remercier déjà les intervenantes et intervenants pour des brillantes contributions. Et j'ai beaucoup de questions, mais je me limite à une seule contribution. Merci. Oui, parce qu'il y a d'autres. Oui, je voudrais contribuer à la question de la préoccupation des jeunes par rapport à ce qui se passe après leur formation. Je voudrais dire que la première chose déjà, quel que soit le niveau où on se trouve de structure, c'est la mentalité progressive, la mentalité d'acceptation et de volonté politique. Donc, quelle que soit la structure dans laquelle on se trouve, il faut déjà accepter que les jeunes constituent une dividende démographique importante. Ça, c'est bien. La deuxième chose, quel que soit, je dis tous les niveaux, parce que moi, je parle dans le cadre de la localisation. J'estime que ce travail doit être fait à tous les niveaux. Nous avons 360 communes. Dans ces 360 communes, au niveau des médias, de la société civile, de toutes les structures, c'est la même chose qui devrait s'appliquer. Donc, au-delà de la volonté politique et autres, là, il faut mettre en place une politique. Je prends un exemple. À la chefferie X, quelle est la politique qui est mise en place pour intégrer les jeunes? Il faut une politique. Parce qu'après la politique, il y aura des mécanismes et des actions. Mais commencez déjà par mettre une politique. Oui. L'autre chose, au-delà de la politique, on ne met pas la politique pour mettre, il faut mettre un mécanisme, comment on implémente cette politique. Et quand on l'implémente, si vous n'évaluez pas, vous n'allez pas savoir.
Il faut pouvoir évaluer, c'est de la redevabilité. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on a même vraiment mis et la redevabilité est importante. Il ne faut pas dire aux jeunes qu'on vous met là pour dire. Il faut qu'à un moment, nous-mêmes, on s'évalue, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la politique de redevabilité est importante, pour évaluer également, so that the youth can hold us accountable. Dernière chose, oui, je voudrais dire, dernière chose, c'est, deux dernières choses, le budget. It's like budgeting. Comment on dit, gender budgeting, it's youth budgeting. Si vous estimez que les youths sont une composante démographie importante, pourquoi ne pas avoir un volet dans ce sens-là? Et maintenant, par rapport aux jeunes, moi j'ai une expérience, comme bien de sœurs ici, au niveau international. Beaucoup de personnes que je rencontre dans le monde ont commencé comme volontaires. Tout à fait. Ont commencé comme volontaires, je vous assure, au niveau global. Mais ici, rares sont les jeunes qui acceptent. Dès qu'il n'y a pas une rémunération, non. On a beau les partager notre expérience. Moi, je l'ai dit, je travaille plus de 20 ans sans un franc. Personne ne croit. Mais au niveau international, la plupart des hauts cadres des Nations Unies et autres là ont commencé comme volontaires et finalement, ils ont été retenus par leur bon travail au sein des institutions. Merci. Merci beaucoup, Madame Dongmo. Nous allons prendre la dame, tout justement derrière vous. Micro, s'il vous plaît. Oui, je pense que ça. Merci de me passer la parole. Je vais d'abord répondre sur ce que la maman a dit. Comme les jeunes disent souvent, on ne va pas. On a besoin par moment de motivation. Donc on ne va vraiment pas se tuer. Mais ce qu'elle dit quand même est légitime pour avoir le système des Nations Unies. C'est comme ça. Plus loin, j'aimerais revenir sur ce que dit. Veuillez patienter, s'il vous plaît, on vous apporte un autre micro. J'aimerais revenir sur ce que, poser une question à Madame Maximilienne. Je suis une étudiante en diversité culturelle et sécurité internationale. Et je vais mettre dans le contexte actuel au Cameroun. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que par moments, certains chefs d'État peuvent créer des situations conflictuelles pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, en fait, j'ai envie de partir sur une projection. Là, on dit très souvent que le président actuel au Cameroun est garant de la paix. Donc, je m'interroge, est-ce que si demain il y a une alternance politique, est-ce qu'on aura plus la paix dans ce pays? Plus loin, j'aimerais savoir aussi, vous, en tant que think tank, en tant qu'organisation de la société civile, pensez-vous que si il reste au pouvoir, puisque aussi en même temps, quand on dit qu'il est garant de la paix, on voit bel et bien sur les réseaux sociaux comment tout le monde dit « je sais absolument qui je ne dois pas voter en octobre ». Donc maintenant, on se dit que s'il est élu en octobre, il peut avoir des soulèvements. Est-ce que vous pensez que sa maintenance peut entraîner les conflits? Et si oui, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour ou anticiper ces conflits? Merci, merci. Nous allons prendre le monsieur. Très rapidement, monsieur. Madame Gombe a noté la question. J'ai bien noté. Oui, monsieur. En quelques secondes, s'il vous plaît, vous avez la parole. Okay, thank you very much. I'm Wika Samuel. I'm one of the full sponsored participants for this forum. Before I was working with the UN on coordination on protection from sexual exploitation and abuse, working with CSOs and NGOs. My question first is, good enough, Madam Jacqueline presented, we have now the action plan for women, peace and security. That is perfect. We have been talking about youths. What about the UN resolution on 2250? When were we also going to have an action plan on that? And it's unfortunate we have no representative from the National Youth Council here. Like what I've done the advocacy for 2250. Thank you. Beautiful enough. Your question on the National Action Plan on Youth, I'll put that through to our panelists here who will tell you what the process looks like in Cameroon. Before that, I think we had just that question and the question from the Madame at the back. I think Madame Maximilienne, vous voulez répondre? S'il n'y a plus de questions, Il y a des questions. On prend d'abord. Madame Ingabire, il y a le monsieur devant.
Il y a le monsieur, il y a docteur Ingabire. Nous allons prendre Madame Oumam et le monsieur, et ça sera fini. Merci. Docteur Ingabire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse d'abord, je suis venue un peu en retard. J'ai peut-être raté quelques parties. Désolée. Mais je voulais revenir. Quand je suis rentrée, il y avait une intervenante qui parlait de comment les choses se faisaient dans le temps. Et j'aimerais savoir quel rôle joue la société civile ici dans la valorisation des savoirs endogènes. Au lieu toujours de courir à résoudre avec des solutions d'ailleurs, comment est-ce que déjà les pratiques et les savoirs endogènes ici sont valorisés dans la résolution des problèmes rencontrés? Merci. Merci, docteur Ingabire. Monsieur, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous, bonsoir. Merci aux différents panélistes pour ce qu'ils ont partagé avec nous. Je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur cet aspect de préservation, résolution des conflits sous le prisme endogène, pour dire qu'en réalité, je pense que l'une des difficultés aussi des résolutions des conflits en Afrique, c'est parce qu'on veut résoudre les problèmes avec des standards extérieurs. Ça fait 8 ans que j'ai mis sur pied une organisation qui vise à renforcer l'implication des jeunes dans la protection et la promotion des valeurs culturelles et du patrimoine culturel. Le 21 septembre, on a organisé avec l'UNESCO la célébration de la Journée internationale de la paix. Et à cette occasion, le professeur Pondi, qui était là hier, nous a fait savoir qu'il existe évidemment des mécanismes patrimoniaux de résolution de conflits. Il a pris l'exemple du conflit au Rwanda à travers, je crois bien, c'est Gachacha. Gachacha, exactement, qui a été puisé dans nos us et coutumes afin de pouvoir donner une voix ou une issue à ce problème. Et je termine en disant qu'il y a aussi le fait, au niveau de la communication, on reste toujours, on a l'impression que lorsqu'on parle du traditionnel, c'est ce qui est dépassé, c'est ce qui est vieilli. C'est pourquoi je suggère, lorsqu'on veut parler de ce qui est africain, qu'on parle plutôt de patrimoine. So we have to talk about heritage. Heritage is something we have to save, not to leave aside. Thank you very much. We will valorize our heritage. Madame Oumam, nous allons prendre le monsieur, comme vous avez le micro déjà, nous allons vous prendre et nous allons chuter avec Madame Oumam. Vous la parole, monsieur. Alors, merci pour la parole donnée. Moi, je suis Apollinaire Boutoué, je viens de la région de l'extrême nord. Je suis président d'une association qui fait dans la promotion de l'éducation et de la paix. Alors, dans le cadre de nos interventions, nous rencontrons un défi majeur. J'aimerais profiter de ce forum pour poser ma préoccupation. Comment assurer un impact réel et durable dans nos interventions lorsque nous ne disposons ni de ressources d'accompagnement suffisantes, ni de stabilité institutionnelle ou financière? Merci. Merci, c'est bien noté. Madame Oumam, vous avez la parole, s'il vous plaît. You have the floor, ma'am. Thank you for giving me the floor. I wish to thank and appreciate the panelists who have educated us this afternoon on the reason for their being on this panel and the current state of affairs when it comes to think tank and all what we've been talking about since yesterday. I wish to contribute a little bit on Karin's brilliant exit, about grassroots involvement or inclusion. And where a question was asked, I'm sure you're the one who asked the question, how do we bring these women to the table? And I wish to say that we've been advocating for effective localization. Localization is a solution for improved local governance, for inclusive governance, And if this does not take place, as per what Search for Common Ground also said, we will never have these women on the table. They will keep remaining the silent voices
which they have been. We carried out a project which is called the Peace Table, and this project focused on grassroots women because we discovered that there was a total disconnect between grassroots and frontline leaders who we were, as I said yesterday. And these women, behold, started taking control, first of all, over their communities. And after that, they had to move to the regional level to speak face-to-face with the governor and other administrative authorities. And they were brought to in Yaoundé here, where they met with all the funders and the diplomatic missions. You needed to see how these women were giving testimonies and how funding bodies integrated their concerns in programming. And even MINPROF today, MINPROF, which came to the first ever Women Peace and Security Fair, which organized, where these women were brought at least to talk with them, dialogue, was marveled to discover that this could be made possible to bring voices from grassroots to national level. And immediately there in the hall, these peace hubs, which are in the villages, started getting partnerships. So this is to say that it is possible when we carry out what we call proper localization strategies. Thank you. Thank you very much, Madam Omam. I'm going to do a very last round of the panel to respond to questions that have been tabled by the audience. Madame Gombe, nous allons commencer avec vous en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui. Mr. Ngalim will respond to the question on Cameroon's 2250. 2250. Madame Lobé, sur la question de l'impact, comment assurer l'impact des activités à la question de M. Abdourahmane, c'était bien ça, Apollinaire. L'impact durable, comment assurer l'impact durable? Puisque Search for Common Ground travaille beaucoup sur ces questions, nous allons solliciter votre expertise sur la question. Alors, Madame Gombe? Oui, je vais commencer par la question du docteur, parce que c'est moi qui intervenais quand elle est arrivée. Et donc, oui, c'est ce que nous faisons depuis avec le gouvernement canadien, depuis 2017, que nous sommes en partenariat avec le gouvernement canadien, parce que nous avons effectivement, par rapport à notre expérience sur le terrain, vu que chaque fois qu'on veut faire la résolution de la paix, c'est toujours des grandes conférences. Et souvent, comme on a dit, on ne va pas parler aux gens sur le terrain. Donc, nous avons identifié nos objets traditionnels que nous utilisions avant pour régler nos conflits au niveau local. L'arbre de la paix, le jujube, on appelle ça, la cola, le vin de palme, ce truc-là, on fait le vin de palme. Donc, et puis, on a mis en place ce qu'on a appelé les dialogues intercommunautaires. Donc, et on a formé des jeunes, filles et garçons, qui étaient devenus, c'est eux, et Karine a été parmi des jeunes qui avaient été formés pour ça, et elle a animé des dialogues intercommunautaires. Donc, et on a dit aux jeunes, d'abord, voilà comment on résolvait les problèmes avant, comme ça, elles s'approprient de ces instruments qui sont un héritage, justement. C'est un héritage, et comme ça, ils s'imprègnent avec cet héritage, et c'est comme ça on peut résoudre nos problèmes de conflit au Cameroun, même au niveau de l'Afrique centrale, avec ces objets, parce que c'est des objets qui se ressemblent de région en région. Merci. Maintenant, je vais répondre à votre question. Moi, c'est pas à moi de dire si le président, s'il part, s'il part pas. Ce que j'ai dit, c'était un constat au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire que la transmission, on n'a pas su, n'est-ce pas, gérer la transmission de pouvoir dans nos États. Et j'ai pris l'exemple en RCA par le président Bozizé. Lorsqu'il est parti, il est devenu rebelle. Peut-être que si on avait résolu les problèmes autrement, par l'approche, n'est-ce pas, traditionnelle, peut-être en lui donnant des garanties d'un statut privilégié, peut-être en changeant comme pour dire qu'il est peut-être, je ne sais pas quoi, il va devenir un conseiller à vie. Peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça. Donc, il faut que nous commencions à imaginer la transmission, n'est-ce pas, de pouvoir avec nos propres outils,
nos propres outils traditionnels et pas forcément, allons aux élections, le plus fort qui gagne, c'est le plus fort. En sachant très bien que les élections, c'est souvent en Afrique, comme quelqu'un l'a dit, c'est des nœuds de tension, parce qu'on est allé prendre chez des autres ailleurs, ce qui ne correspond pas, n'est-ce pas, à la résolution de nos conflits. Donc je pense que pour le Cameroun aussi, les politiciens qui sont en jeu là aujourd'hui, et même les sociétés civiles, peuvent, n'est-ce pas, proposer cela en disant, si nous ne voulons pas aller dans un conflit, parce qu'on en a déjà assez, et c'est perceptible avec le tribalisme, avec le propos haineux, il est hors de question aujourd'hui qu'on ne dise pas que ce n'est pas perceptible la tension aujourd'hui, peut-être leur proposer justement que voilà un modèle, peut-être un draft, un code de conduite, peut-être deux paragraphes pour aller dire à chacun que nous c'est normal qu'on puisse dire qu'avec près 43 ans, mais qu'est-ce qu'on lui propose pour que ceux qui l'ont accompagné ne se sentent pas menacés. Et qu'est-ce qu'on propose, les autres aussi proposent pour que ceux qui se disent que bon, c'est quand même ne soient pas menacés. C'est ça notre rôle au niveau traditionnel que nous devons faire. Nous réapproprier de comment nous devons régler nos problèmes et de ne pas aller prendre des solutions externes qui ne correspondent en aucunement avec nos réalités. Merci beaucoup, Madame Gombe. Mr. Ngalim, responding to the question on Cameroon's actual state of YPS. Yeah, thank you so much. And it should be interesting to know that Cameroon was part of those who negotiated the UN Council Resolution 2250 on youth peace and security. And I think we should give gratitude to one young man in Cameroon. He's called Acheleke Christian. He's the president of an association known as the Local Youth Corner. He is presently a member of CONAC. In fact, Christian was part of those young people that were involved in the process and was part of the stakeholders at the United Nations during the adoption of this resolution in 2015. And to say Christian has been highly involved in the entire process of developing a national youth action plan. And right now that I speak, we are very far with this action plan. It has been adopted technically and looking forward to political adoption. And of course, the plan involves a number of domains that include youth in mediation, economic empowerment, awareness raising, fight on small arms and light weapons, DDR processes, and so on and so forth. So, just to reassure you that there's a lot that is being done on this resolution. Thank you very much, Mr. Ngalim. I hope that responded to the question from the gentleman. Madame Lobé, comment assurer l'impact réel et durable des activités malgré le manque de ressources et d'accompagnement? Oui, très bonne question qui m'a fait sourire parce que je le dis souvent aux acteurs de la société civile avec lesquels nous travaillons, moi-même ayant été une ancienne activiste de la société civile, que si tu veux te faire de l'argent, ce n'est pas dans les droits de l'homme. Tout à fait. Alors, si tu veux être défendeur des droits de l'homme, sache que c'est le métier des pauvres. Donc, tu es là, tu auras un tas de problèmes sur la table et tu auras vraiment des ressources très limitées pour résoudre ces problèmes. Il y a même des erreurs que tu pourras faire parce que tu voudras à tout prix résoudre les problèmes des bénéficiaires que tu auras autour de toi. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec l'expérience? Déjà, c'est de développer le networking. Participer à ce type d'activité, avoir des networking, entrer dans des réseaux d'associations, voir comment ça évolue. Mais moi, je dirais surtout travailler et se faire connaître. Parce que si vous travaillez, vous partagez vos rapports d'activité avec des organisations telles que Search for Common Ground, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas travailler avec vous. Nous avons lancé récemment, bon je dis le processus est fermé malheureusement, je ne sais pas si vous faites partie, mais nous avons recruté 50 organisations de la société civile avec lesquelles nous allons travailler pour un projet de 3 ans sur les recommandations de l'examen périodique universel. Donc, il faut chercher, il faut être à l'affût des informations, partager vos rapports et être interconnecté. Mais croyez-moi, vous aurez plus de problèmes à résoudre et c'est à vous d'adopter la méthodologie. Et vous devez trouver des moyens zéro pour résoudre les problèmes des bénéficiaires qui viennent vers vous. Si vous faites dans le droit, vous devez trouver des connexions. Si vous faites dans
le développement rural, vous devez pouvoir trouver des connexions, même au niveau local, les communes, les mairies, faire le plaidoyer, mais ce n'est pas un travail d'une journée. Donc Merci je peux que beaucoup, vous madame. encourager et puis nous sommes ouverts à échanger avec Merci vous. Madame Lobé. Nous avons profité des opportunités offertes par Search for Common Ground. Pour cela, nous vous remercions pour ces annonces. You have the privilege of shortening the panel, Madame Karine Dassa. Your recommendations in under 30 seconds. Actually, to short the panel, I'll definitely just say let's focus on locally led solutions and owned processes, because when funding ends, the community continues. And when we talk about locally led processes, I want to take an example like Redak earlier mentioned, it was part of my discourse, the community dialogue, how irrelevant it was for the process. And when Madame Simi spoke about volunteerism, I want to recognize Madame Umam Esther, because I was 15 when I started with our organization. And talking about grassroots organizations, Search for Common Ground did a project which I was part of, and they empowered 17 local organizations, and their targets were organizations that had never received funding before. So this is just to go back to the youth. The action plan on women, peace and security 2025, CV with WILF, I think 2020, I was part of the process. So it is possible to have organizations that are focused on empowering young people with 0 franc in bank accounts with no 30 years experience. Thank you. Provided we are there at the right time and we're able to discuss and negotiate Thank you very and much. have those connections with those We are all going organizations. to be there. Thank you. We are all going to be there at the right time. Thank you very much, Karine Dassa, for joining us. Thank you, Thank Maximilian Gombe. Thank you, Tatiana Lobe. Thank you, Mr. Eugene Galen. Wonderful panel conversation, wonderful ideas, and it's always a pleasure for us to host you. Ladies and gentlemen, we were delighted having you exchange with us in this conversation. Unfortunately, the time that was given unto us has long expired. So we are forced to bow away from this panel and somehow short of the last panel conversation for today. I want to thank each and every one of you for joining us. Wish you wonderful trips back to your respective destinations. So I think we're going to please can we put our hands together for